Fermez les yeux un instant. Si je vous dis France, quelle image vous vient à l'esprit? Est-ce le luxe insolent des boutiques de l'avenue Montaigne? Est-ce la réussite spectaculaire de géants mondiaux comme LVMH ou Hermès qui dominent le marché du luxe planétaire? Est-ce l'image d'un pays où l'on vit mieux qu'ailleurs, protégé par un système social unique au monde, profitant de 5 semaines de congés payés et d'une gastronomie classée au patrimoine de l'humanité? Vue de l'extérieur, et même souvent de l'intérieur, la France est une nation riche. Elle est la 7e puissance économique mondiale. Elle possède l'arme nucléaire, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU et une influence culturelle qui dépasse largement ses frontières géographiques. Sur le papier, tout va bien. Sur le papier, la France est un pilier de prospérité. Mais il existe une autre France. Une France qui ne figure pas sur les cartes postales touristiques ni dans les séries télévisées américaines idéalisées. C'est la France des feuilles de calcul, la France des bilans comptables, la France de la réalité arithmétique. Et cette réalité raconte une histoire très différente. Une histoire beaucoup plus inquiétante. Si nous grattons le vernis doré de la Startup Nation et du tourisme de masse, nous découvrons une vérité économique structurelle que peu osent affronter en face. La France est en train de s'appauvrir. Attention, nous ne parlons pas ici de famine ou de misère absolue. La France n'est pas un pays en voie de développement. Nous parlons d'un phénomène plus insidieux, plus lent, presque invisible à l'œil nu au quotidien, le déclassement relatif. Nous parlons d'une érosion continue du pouvoir d'achat réel, d'une perte de substance industrielle, et d'un niveau de vie qui n'est maintenu artificiellement que par une perfusion financière massive et continue. Dans ce documentaire, nous allons mettre de côté les idéologies. Nous ne sommes pas ici pour faire de la politique, pour blâmer un parti de gauche ou de droite. Les chiffres n'ont pas d'opinion politique. La dette ne vote pas. Nous allons analyser froidement, méthodiquement, les mécanismes économiques qui, depuis 40 ans, ont transformé une puissance industrielle exportatrice en une économie de consommation sous crédit. Pourquoi avez-vous l'impression que votre salaire vous permet d'acheter moins de choses qu'il y a 20 ans? Pourquoi l'accès à la propriété, qui était une évidence pour la génération des boomers, est-il devenu un parcours du combattant pour les actifs d'aujourd'hui? Pourquoi l'État semble-t-il toujours à court d'argent malgré des impôts records? Bienvenue dans la vérité économique. Bienvenue dans l'analyse de la pauvreté invisible française. Pour comprendre le paradoxe français, cette sensation d'être riche alors que les fins de mois sont difficiles, il faut commencer par une leçon d'économie fondamentale. Il faut comprendre la différence entre le stock et le flux. C'est une distinction que nous faisons rarement dans la vie courante, mais qui est vitale pour la santé d'une nation. Le stock, c'est le patrimoine. C'est ce que vous possédez. Vos bijoux, votre maison, vos œuvres d'art, votre épargne accumulée par le passé. Le flux, c'est le revenu. C'est ce que vous gagnez aujourd'hui. Votre salaire, votre production, la richesse nouvelle que vous créez chaque matin en allant travailler. La France est historiquement un pays de stock. Si l'on additionne la valeur de tout l'immobilier français, tous les appartements parisiens hors de prix, toutes les villas de la Côte d'Azur, tous les terrains agricoles, le montant est colossal. Le patrimoine net des ménages français est parmi les plus élevés d'Europe. Cela donne une illusion de richesse immense. Prenons une analogie. Imaginez une vieille famille aristocratique. Ils vivent dans un château immense hérité de leurs ancêtres. Les murs sont couverts de tapisseries inestimables. De l'extérieur, en passant devant la grille, n'importe qui dirait « Ces gens sont incroyablement riches ». Mais à l'intérieur du château, il fait froid. La toiture fuit. La famille n'a pas travaillé depuis des années. Leurs revenus mensuels sont très faibles. Pour payer le chauffage et l'épicerie, ils vendent discrètement un meuble ancien chaque mois. Sont-ils riches? En patrimoine, oui. En dynamique économique, ils sont en train de s'appauvrir. Ils mangent leur capital. La France ressemble étrangement à cette famille. Depuis les années 2000, les prix de l'immobilier en France ont explosé, augmentant beaucoup plus vite que les salaires. Cela a mécaniquement gonflé le patrimoine des Français, qui étaient déjà propriétaires. Sur le papier, ils sont devenus plus riches, mais cette richesse est virtuelle. Votre maison vaut peut-être 500 000 € aujourd'hui contre 200 000 il y a 20 ans, mais elle ne produit rien. Elle ne crée pas d'emplois, elle ne s'exporte pas. Pire, cette inflation immobilière a appauvri tous ceux qui n'étaient pas encore propriétaires, en siphonnant une part gigantesque de leurs revenus mensuels vers le paiement de loyers ou de crédits exorbitants. Une économie saine est une économie de flux. C'est une économie où la croissance du PIB est dynamique. Or, le flux français est grippé. La croissance économique française moyenne ralentit décennie après décennie. Elle était de 5% dans les années 60, de 3% dans les années 70, de 2% dans les années 90. Et elle peine aujourd'hui à dépasser les 1% hors rebond post-crise. Nous sommes assis sur un tas d'or immobilier dormant, tout en voyant nos revenus réels stagner.
C'est la première étape pour comprendre pourquoi la France est pauvre. Elle est riche de son passé, mais pauvre de son présent. Si la production de richesses réelles ralentit, comment la France a-t-elle fait pour maintenir son train de vie somptueux? Comment avons-nous gardé nos hôpitaux, nos routes, nos écoles et notre modèle social ultra-protecteur? La réponse tient en un mot de 5 lettres, dette. C'est le grand non-dit de l'économie française. Depuis 1974, une date clé, la France n'a pas voté un seul budget à l'équilibre. Réfléchissez à ce que cela signifie. Pendant plus de 50 ans, un demi-siècle, l'État français a systématiquement dépensé plus d'argent qu'il n'en a récolté, chaque année, sans exception. Dans les années 70, la dette publique représentait environ 20% du PIB. C'était négligeable. Aujourd'hui, elle flirte avec les 110%, représentant une somme astronomique de plus de 3 000 milliards d'euros. Mais attention, toutes les dettes ne se valent pas. Et c'est là que le diagnostic s'assombrit. Si vous empruntez de l'argent pour acheter une machine qui va vous permettre de produire 2 fois plus vite, c'est une bonne dette. C'est un investissement. Elle se remboursera d'elle-même grâce à la richesse future créée. Si vous empruntez de l'argent pour payer vos vacances, vos courses alimentaires et votre facture d'électricité, c'est une mauvaise dette. C'est une dette de fonctionnement. Elle ne crée aucune richesse future, elle ne fait que transférer la consommation de demain vers aujourd'hui. Le drame français, c'est que la majorité de notre dette accumulée ces 30 dernières années n'a pas servi à construire des infrastructures du futur, des Silicon Valley françaises ou des usines de robots. Elle a servi à payer le fonctionnement courant, les salaires des fonctionnaires, les retraites, les prestations sociales. Nous avons acheté la paix sociale à crédit. Pendant longtemps, cette stratégie a fonctionné grâce à une anomalie historique. La baisse continue des taux d'intérêt. Emprunter ne coûtait rien. C'était l'époque de l'argent magique. Les gouvernements successifs pouvaient laisser filer la dette sans que la facture n'augmente. C'était indolore. C'était une morphine économique, mais le réveil est brutal. Avec le retour de l'inflation et la remontée des taux directeurs mondiaux, la mécanique s'inverse. La charge de la dette, c'est-à-dire les seuls intérêts que nous payons chaque année à nos créanciers, est en train d'exploser. Elle est devenue le deuxième poste budgétaire de l'État, absorbant plus de 50 milliards d'euros par an. Bientôt, elle dépassera le budget de l'éducation nationale. Imaginez, vous vous levez le matin, vous allez travailler, vous payez vos impôts, et une partie immense de cet argent ne sert ni à soigner, ni à éduquer, ni à protéger. Elle sert juste à payer les intérêts des dépenses de vos parents et grands-parents. C'est une perte sèche. C'est un appauvrissement collectif massif et automatique. La France est comme un ménage qui utiliserait une carte de crédit renouvelable pour payer les intérêts de son prêt précédent. C'est une spirale qui masque la pauvreté réelle de l'État. Un État qui ne peut pas payer ses fonctionnaires sans emprunter sur les marchés internationaux est un État en situation de précarité financière, quelle que soit la grandeur de son histoire. Nous avons vu l'illusion du patrimoine et le poids de la dette. Mais d'où vient l'argent réel? Celui qui ne dépend pas de la spéculation immobilière ou de l'emprunt, il vient de la production, de ce que nous fabriquons et vendons au monde. Et c'est ici que se trouve peut-être la statistique la plus effrayante de ce documentaire. La France a subi l'une des désindustrialisations les plus violentes et les plus rapides de tout le monde occidental. En 1980, l'industrie représentait environ 24% de la richesse nationale française. Aujourd'hui, elle représente à peine 10%. À titre de comparaison, l'Allemagne est restée au-dessus des 20% et l'Italie autour de 15%. La France a fait pire que ses voisins, pire que le Royaume-Uni, pire que l'Espagne. Pourquoi est-ce si grave ? Après tout, on nous a longtemps vendu le rêve d'une société post-industrielle, une économie de services, d'intelligence, de faiblesse. On nous disait « Nous allons concevoir les produits à Paris et les faire fabriquer en Chine ». C'était une erreur stratégique monumentale, une erreur qui nous coûte notre prospérité aujourd'hui. Premièrement, l'industrie est le secteur qui génère le plus de gains de productivité. Une usine moderne crée plus de valeur par heure travaillée qu'un restaurant ou un service à la personne. En perdant nos usines, nous avons mécaniquement ralenti notre création de richesse. Deuxièmement, l'industrie a un effet multiplicateur. Une usine qui s'ouvre, c'est du travail pour les transporteurs, pour les entreprises de nettoyage, pour la restauration locale, pour les fournisseurs de machines, pour les comptables. Quand l'usine ferme, tout cet écosystème meurt avec elle. La désindustrialisation a transformé des régions entières de France, jadis prospères, en des aires économiques dépendant des aides sociales. C'est la fameuse France périphérique qui souffre. Troisièmement, et c'est crucial, l'industrie est le moteur de l'exportation. C'est très simple, on exporte peu de coupes de cheveux ou de leçons de conduite. On exporte des avions, des voitures, des machines-outils, des produits chimiques, des médicaments, des sacs de luxe.
Parce que la France ne produit plus assez de biens physiques, elle doit les importer. Nous achetons nos téléphones, nos ordinateurs, nos vêtements, nos voitures électriques, nos masques chirurgicaux, nos médicaments, nos panneaux solaires à l'étranger. Le résultat se lit dans la balance commerciale. C'est la différence entre ce que nous vendons au monde et ce que nous achetons. L'Allemagne accumule des excédents gigantesques. Elle s'enrichit grâce au commerce mondial. La France, elle, accumule des déficits abyssaux. En 2022, le déficit commercial des biens a atteint le record historique de plus de 160 milliards d'euros. Concrètement, cela signifie que chaque année, 160 milliards d'euros de richesse quittent le territoire national pour aller enrichir la Chine, l'Allemagne ou les États-Unis. C'est une hémorragie de devises. Pour combler ce trou, nous devons, encore une fois, nous endetter. La pauvreté de la France est là, dans son incapacité à produire ce qu'elle consomme. Nous sommes devenus une nation de consommateurs qui ne produit plus assez pour payer ses factures. Nous vivons au-dessus de nos moyens productifs. Résumons cette première partie de notre enquête. Nous avons découvert que la richesse apparente de la France est en grande partie une illusion d'optique causée par l'inflation immobilière, qui masque une faiblesse inquiétante de la création de richesses réelles. Nous avons vu que notre niveau de vie confortable n'est maintenu que grâce à une dette publique massive qui ne finance pas l'avenir, mais le présent, et dont le coût commence à nous étrangler. Enfin, nous avons compris que la machine à créer de la richesse, l'industrie, a été cassée, nous rendant dépendants des importations et structurellement déficitaires. Le constat est trop sévère, mais il est incomplet. Car si la France a perdu ses usines et accumulé de la dette, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une fatalité météorologique, c'est le résultat de structures internes lourdes, complexes, uniques au monde, qui freinent l'initiative et le travail. Pourquoi est-il si difficile d'embaucher en France? Pourquoi le travail paie-t-il si peu par rapport au coût pour l'employeur? Pourquoi les services publics se dégradent-ils alors que nous sommes les champions du monde des impôts? Ouvrons maintenant le capot de la machine administrative et fiscale française. La question qui brûle les lèvres est maintenant. Pourquoi? Pourquoi un pays doté d'autant d'atouts, une position géographique centrale en Europe, des infrastructures de qualité, des ingénieurs brillants, une démographie relativement dynamique, peine-t-il autant à créer de la richesse? Pourquoi ce sentiment de lourdeur, de blocage que ressentent tous ceux qui essaient d'entreprendre, d'embaucher ou simplement de travailler en France? La réponse ne se trouve pas dans une crise passagère ou une mauvaise conjoncture mondiale. La réponse est structurelle. Elle est inscrite dans l'ADN de notre organisation économique depuis des décennies. La France est comme ce coureur de fond. Elle a le potentiel pour gagner la course, mais elle court avec des boulets aux pieds que ses concurrents n'ont pas. Ces boulets sont invisibles à l'œil nu, mais ils pèsent des milliards d'euros dans la balance. Nous allons maintenant analyser les 3 poids structurels qui grippent le moteur, une pression fiscale mondiale record, une bureaucratie devenue folle et un marché du travail schizophrène. Commençons par le chiffre qui fâche. Le chiffre qui revient dans tous les classements internationaux, année après année. La France est le champion du monde, ou le vice-champion selon les années, des prélèvements obligatoires. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sur toute la richesse créée dans le pays en une année, l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale en prélèvent environ 45% à 48%. C'est près de la moitié. C'est 10 à 15 points de plus que la moyenne des pays développés de l'OCDE. Soyons très clairs. L'impôt était nécessaire. C'est le prix de la civilisation. Il finance nos routes, nos écoles, notre police, nos hôpitaux. Le modèle français est un modèle de redistribution massive, conçu pour réduire les inégalités et protéger les citoyens des accidents de la vie. C'est un choix de société noble. Mais en économie, tout est une question de dosage. Il existe une théorie célèbre, la courbe de l'affaire, qui dit « trop d'impôts tue l'impôt ». Quand la pression fiscale devient trop forte, elle décourage l'activité. Pourquoi travailler plus si l'État prend la moitié de vos gains supplémentaires? Pourquoi investir en France si la fiscalité du capital est plus douce, juste de l'autre côté de la frontière? Pour comprendre comment cela vous appauvrit, regardons ce qu'on appelle le coin fiscal. C'est la différence entre ce que vous coûtez à votre employeur et ce qu'il vous reste réellement pour vivre. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'une entreprise veuille verser 2 000 € net à un salarié. Pour que ce salarié reçoive 2 000 € sur son compte en banque, l'entreprise devra débourser au total près de 3 600 ou 3 800 €. Et sur ces 2 000 € nets, le salarié devra encore payer la TVA sur tout ce qu'il achète, les taxes sur l'essence, la taxe foncière s'il est propriétaire, et l'impôt sur le revenu. Au final, sur la richesse initiale que l'entreprise était prête à payer pour votre travail, l'État a capté une part gigantesque, avant même que vous ne puissiez consommer. C'est cela, la réalité du coût du travail en France. Ce n'est pas que les Français sont trop payés,
c'est que le travail est trop taxé. Cette pression fiscale record a deux conséquences dramatiques pour notre appauvrissement collectif. La première, c'est la perte de compétitivité. Nos produits sont plus chers à fabriquer qu'ailleurs, non pas parce que nos usines sont mauvaises, mais parce qu'elles portent sur leurs épaules le financement d'un modèle social obèse. C'est l'une des causes majeures de la désindustrialisation. La seconde conséquence, c'est le consentement à l'impôt, qui se fissure. C'est le cœur du malaise français actuel. Les Français acceptèrent de payer beaucoup d'impôts quand ils avaient en retour les meilleurs services publics du monde. Mais ce contrat moral est rompu. Aujourd'hui, le citoyen français paie des impôts de niveau scandinave, mais il a l'impression de recevoir des services publics de qualité déclinante. Il voit les urgences hospitalières fermées la nuit, il voit des délais de justice de plusieurs années, il voit le niveau scolaire chuter dans les classements PISA, il voit l'insécurité monter. La question légitime, presque obsédante, devient alors « où va l'argent ?» Si nous payons le prix d'une Ferrari, pourquoi avons-nous l'impression de conduire une voiture d'occasion en panne? C'est ce paradoxe, coût élevé, service dégradé, qui crée le sentiment profond d'appauvrissement. Nous payons pour une protection que nous ne ressentons plus. Si l'argent ne va pas dans la qualité du service final, où va-t-il? Une grande partie s'évapore dans la friction administrative. Bienvenue dans le millefeuille français. La France souffre d'une maladie unique en Europe, l'addiction à la complexité administrative. Nous avons empilé les couches géographiques sans jamais en supprimer. Nous avons 35 000 communes. Au-dessus, nous avons ajouté les communautés de communes, puis les départements, puis les régions, puis l'État central avec ses préfectures et ses agences régionales. Chaque échelon a ses élus, ses bâtiments, ses fonctionnaires, ses budgets de communication et ses propres normes. Cela crée des coûts de structure faramineux. C'est de l'argent public qui finance le fonctionnement de la machine et non le service aux citoyens. C'est du gras administratif. Mais le coût le plus élevé n'est pas le coût direct des impôts. C'est le coût caché de la complexité pour l'économie. C'est ce qu'on appelle la charge normative. Le Code du travail français est un livre rouge qui fait plus de 3000 pages. Le Code général des impôts est tout aussi épais. Il existe en France environ 400 000 normes différentes. Pour une grande multinationale comme Total ou L'Oréal, ce n'est pas un problème. Elles ont des étages entiers d'avocats et de fiscalistes pour gérer cela. Mais pour l'artisan, pour le patron de PME, pour le commerçant, pour la start-up, ceux qui créent réellement l'emploi en France, c'est un cauchemar. C'est un poison lent. Imaginez un boulanger qui veut embaucher son premier salarié. En France, c'est un parcours du combattant administratif. Il faut gérer les déclarations sociales, les risques prud'homaux, les normes d'hygiène qui changent tous les 2 ans, les normes d'accessibilité, les normes énergétiques. Un chef d'entreprise français passe en moyenne 30% de son temps à faire de la paperasse administrative. Réfléchissez à ce chiffre. 30%. C'est un tiers de son temps où il ne cherche pas de clients, où il n'améliore pas ses produits, où il n'innove pas. C'est du temps improductif. C'est une taxe invisible sur la productivité nationale. Cette complexité agit comme un frein à main serrée en permanence. Elle décourage l'initiative. Combien d'entreprises ne se sont jamais créées parce que l'entrepreneur a eu peur de la paperasse? Combien d'emplois n'ont pas été créés parce que le patron avait peur de se tromper dans une déclaration? L'administration française, conçue à l'origine pour organiser le pays, est devenue une entité qui s'auto-alimente et qui étouffe ceux qu'elle est censée servir. C'est une des raisons majeures pour lesquelles, à niveau de diplôme égal, un Français produit moins de richesses qu'un Américain ou un Suisse. Il passe trop de temps à gérer l'administration de son propre travail. Le troisième poids qui pèse sur l'économie française est sans doute le plus douloureux socialement. C'est la rigidité de son marché du travail. La France a construit un système pour protéger le salarié. L'intention est louable, éviter qu'un employé ne soit jeté à la rue, du jour au lendemain, selon le bon vouloir d'un patron. Le CDI est le Graal, la clé qui ouvre toutes les portes. Logement, crédit, stabilité. Mais en voulant surprotéger les emplois existants, nous avons rendu la création de nouveaux emplois extrêmement risquée. C'est un effet pervers classique en économie. En France, licencier un salarié en CDI est long, complexe, coûteux et juridiquement incertain. Les prud'hommes peuvent condamner une entreprise des années après les faits à des indemnités lourdes, parfois capables de couler une petite structure. Conséquence immédiate, la peur de l'embauche. Mettez-vous à la place d'un petit patron. Son carnet de commandes est plein. Il a besoin de quelqu'un. Mais il hésite. Il se dit « Et si l'activité baisse dans 6 mois ? Je ne pourrai pas me séparer de ce salarié sans risquer la vie de ma boîte. Donc, je ne l'embauche pas. Ou je prends un intérimaire. Ou je fais faire des heures sup aux autres. » Cette rigidité a créé un marché du travail à 2 vitesses, profondément injuste. On parle de marché dual. D'un côté, les insiders, ceux qui ont un CDI. Ils sont très bien protégés, leurs revenus progressent, ils ont accès au crédit immobilier.
ils vivent dans une sécurité relative. De l'autre, les outsiders. Ce sont souvent les jeunes, les moins qualifiés, ou les personnes issues de l'immigration. Pour eux, la porte de la forteresse CDI est fermée à double tour. Ils enchaînent les CDD courts, les stages, l'intérim, les périodes de chômage. Ils sont les variables d'ajustement. C'est ce système qui explique pourquoi la France traîne depuis 40 ans un chômage de masse structurel. Même quand l'économie va bien, le chômage descend rarement en dessous de 7% ou 8%, alors que nos voisins allemands, anglais ou américains sont au plein emploi. Ce chômage structurel est un gaspillage immense. C'est un gaspillage humain. Des millions de personnes qui voudraient travailler et participer à la richesse nationale sont laissées sur le côté. C'est un gaspillage financier. Ces chômeurs doivent être indemnisés et ils ne perdent pas de cotisations. C'est un cercle vicieux. Pour payer le chômage élevé, on augmente les charges sur le travail. En augmentant les charges sur le travail, on rend le travail plus cher. En rendant le travail plus cher, on freine l'embauche et on crée du chômage. L'économie française est piégée dans cette boucle. Elle a rendu le travail si coûteux et si risqué qu'elle s'est privée de sa principale force, l'énergie de sa population. Faisons le bilan de cette descente dans les entrailles de la machine. Nous comprenons maintenant mieux pourquoi la France s'appauvrit relativement. Ce n'est pas parce que les Français sont paresseux, au contraire, la productivité horaire des Français est l'une des meilleures au monde quand ils travaillent. Ce n'est pas parce que nous manquons de talent ou d'idées. C'est parce que nous avons construit, strate par strate, depuis 50 ans, un système d'une complexité inouïe qui taxe la production pour financer la rente, qui punit le risque et qui décourage l'embauche. Ces poids structurels étaient supportables quand la croissance mondiale était forte et que l'énergie n'était pas chère. Mais aujourd'hui, le vent a tourné. Et la France, alourdie par son sac à dos de pierre, doit affronter des tempêtes nouvelles. Car si le présent est difficile, l'avenir immédiat nous réserve des défis encore plus vertigineux. Des défis qui ne pardonnent aux nations endettées et sclérosées. Regardons maintenant le futur en face. Si vous avez suivi notre enquête jusqu'ici, le tableau est déjà sombre. Nous avons vu une France qui vit à crédit, dopée à la dépense publique. Nous avons vu une France entravée par une fiscalité record et une bureaucratie étouffante. On pourrait se dire, c'est difficile, mais la France a toujours tenu. Elle s'en sortira comme d'habitude. C'est la fameuse résilience française. Mais ce raisonnement ignore une variable nouvelle, une variable impitoyable qui ne négocie pas, qui ne fait pas de grève et qui ne s'arrête jamais, le temps. Les problèmes que nous avons décrits étaient ingérables dans le monde d'hier. Mais le monde de demain, celui de 2030, 2040, 2050, ne ressemblera en rien à celui des 30 Glorieuses. La France s'apprête à affronter une tempête parfaite, une convergence de 3 crises majeures qui menacent de transformer son lent glissement en un décrochage brutal. L'appauvrissement relatif dont nous parlons n'est pas seulement une affaire de pouvoir d'achat au supermarché aujourd'hui, c'est une hypothèque sur notre capacité à exister demain. Dans cette dernière partie, nous allons regarder le futur droit dans les yeux. Nous allons parler du choc démographique qui va faire trembler notre modèle social. Nous allons parler de la guerre technologique que nous sommes en train de perdre. Et nous allons parler de la fuite silencieuse de nos meilleurs talents. La question n'est plus « sommes-nous riches ?» La question est « pouvons-nous le rester ?» Le premier mur est mathématique. C'est celui de la démographie. Le système social français, celui qui fait notre fierté, repose sur un principe simple, la répartition. Les actifs d'aujourd'hui paient pour les retraités d'aujourd'hui. Ce n'est pas de l'épargne, c'est un transfert immédiat. Ce système est génial, tant que la démographie est dynamique. Quand ce système a été généralisé après la guerre, il y avait 4 à 5 cotisants pour un retraité. L'argent affluait. C'était facile, on pouvait promettre des retraites confortables et des départs tôt. Aujourd'hui, nous sommes à environ 1,7 cotisants pour un retraité. Et demain, en 2040, 2050, les projections nous emmènent vers 1,4, voire 1,3. La génération Papy-Boom arrive massivement à la retraite. Ils vivent plus longtemps, ce qui est une excellente nouvelle humaine, mais un défi comptable redoutable. Parallèlement, la natalité française, longtemps championne d'Europe, s'érode. L'équation est insoluble sans douleur. C'est une simple règle de 3. Si vous avez de plus en plus de gens inactifs à payer, et proportionnellement moins de gens qui travaillent pour les payer, il n'y a que 3 variables d'ajustement. Aucune n'est populaire, aucune n'est magique. Solution 1. Baisser les pensions. C'est l'appauvrissement direct des personnes âgées. Politiquement explosif, car les retraités sont ceux qui votent le plus. Solution 2. Reculer l'âge de départ, c'est faire travailler les gens plus longtemps. Nous avons vu récemment à quel point cette solution provoque des tensions sociales majeures dans le pays. Solution 3. Augmenter les cotisations, c'est prendre encore plus d'argent sur le salaire des travailleurs actuels.
C'est cette troisième solution qui est souvent utilisée discrètement, et c'est celle qui vous appauvrit le plus. Si demain, pour financer le vieillissement, on doit augmenter la CSG ou les cotisations retraite de 5 points, c'est 5% de votre pouvoir d'achat qui disparaît instantanément, sans que vous ayez consommé plus, juste pour maintenir le système à flot. Mais le vieillissement ne coûte pas cher qu'en retraite, il coûte cher en santé. Une personne de 85 ans consomme beaucoup plus de soins médicaux qu'une personne de 30 ans. La dette grise, le coût de la dépendance et de la santé, va exploser. La France risque de devenir une économie de l'or gris, une économie où toute la richesse produite par les jeunes est immédiatement siphonnée pour financer le confort et la santé des anciens. Une telle économie n'investit plus, elle ne prépare pas l'avenir, elle gère sa fin de vie. C'est le scénario du déclin lent, un pays musée, confortable pour les touristes et les retraités, mais où les jeunes actifs sont écrasés sous le poids de la solidarité intergénérationnelle. Si la démographie est le mur contre lequel nous avançons, la technologie est le train que nous risquons de manquer. Au XXIe siècle, la vraie valeur, la croissance forte, les hauts revenus, ne se trouvent plus dans l'industrie traditionnelle. Ils se trouvent dans l'innovation majeure, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, le cloud, les énergies nouvelles. Regardez votre téléphone, regardez les applications que vous utilisez au quotidien, regardez où sont stockées vos données. Les géants du numérique dominent tout. Sont-ils français? Non. Sont-ils européens? Non. Ils viennent principalement des États-Unis. Et leurs concurrents viennent d'Asie. La France a manqué le virage numérique. C'est un constat nécessaire. Nous n'avons aucun géant technologique mondial comparable aux leaders actuels. Nous sommes devenus dépendants numériquement. Nous utilisons ces services, nous payons nos abonnements. La valeur ajoutée part en Californie. Les emplois qualifiés sont là-bas. Les revenus fiscaux sont là-bas. Pourquoi la France, terre d'ingénieurs, n'arrive-t-elle pas à créer ses leaders? Le problème n'est pas le talent, c'est l'environnement financier et la prudence face aux risques. En France, nous savons financer une jeune entreprise qui démarre. L'État aide beaucoup. Mais dès que cette entreprise doit grandir, dès qu'elle a besoin de centaines de millions pour conquérir le monde, les financements manquent. Les fonds de pension américains disposent de capitaux immenses qu'ils investissent dans l'innovation. En France, l'épargne est importante, mais elle est investie dans l'immobilier ou l'assurance-vie, pas assez dans l'innovation. Résultat, nos meilleures entreprises, dès qu'elles réussissent, se font souvent racheter. Regardez l'intelligence artificielle. De nombreux chercheurs chez les géants du web sont français. Ils ont été formés ici. Mais ils créent de la valeur pour des entreprises étrangères, car l'environnement local ne suffisait pas. Le retard technologique est critique. Si nous ne maîtrisons pas ces outils demain, nous devrons les acheter. Nous serons des clients passifs, pas des producteurs actifs. Et dans l'économie mondiale, le producteur gagne, le client dépense. Ce qui nous amène au troisième défi, le départ des talents. C'est un sujet délicat. On dit souvent que la France attire. C'est vrai pour le tourisme. Mais elle peine à retenir certains de ses profils les plus qualifiés. L'État investit beaucoup dans l'éducation. Former un ingénieur ou un chercheur représente un effort collectif important. Mais quel est le retour sur investissement si, une fois diplômé, ce talent part exercer ailleurs? Pourquoi partent-ils? Regardons les chiffres. Un ingénieur expert à Paris peut espérer un certain salaire en début de carrière. À Londres, à New York ou en Suisse, les offres sont souvent 2 à 3 fois supérieures. Mais ce n'est pas que le salaire, c'est aussi les opportunités. En France, ils rencontrent parfois des blocages hiérarchiques ou des difficultés à financer leurs projets. À l'étranger, ils trouvent souvent plus de dynamisme et une progression plus rapide. Chaque médecin, chaque chercheur qui part, c'est une perte de compétences pour le pays. C'est comme si nous plantions des arbres pour laisser nos voisins récolter les fruits. Un pays qui ne retient pas sa jeunesse productive se prive de ressources essentielles. Il garde les coûts de formation, mais perd les bénéfices de l'activité. Nous arrivons au terme de cette analyse. Alors, posons la question finale. La situation est-elle critique? Si vous comparez la France au reste du monde, nous vivons bien. Nous avons la sécurité, les soins, une espérance de vie élevée. Dire que la France est un pays en difficulté majeure serait faux. Mais en économie, tout est une question de trajectoire. Et la trajectoire actuelle montre un ralentissement, masqué par l'endettement. Récapitulons la réalité économique. L'illusion. Nous nous sentons riches grâce à l'immobilier. Mais la production réelle stagne. La dépendance. Nous maintenons notre niveau de vie en empruntant sur l'avenir. Le frein. La complexité administrative ralentit ceux qui veulent créer de la valeur. Le défi. Nous arrivons moins préparés face au vieillissement démographique et à la compétition technologique. Le déclassement, c'est cela. C'est voir son pouvoir d'achat diminuer lentement. C'est voir les services publics moins performants. C'est voir ses enfants partir pour réussir. Ce constat n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme.
Le pessimiste abandonne. Le réaliste dit « Le modèle actuel doit évoluer. La France a des atouts immenses, une jeunesse créative, des savoir-faire d'exception, une image mondiale forte. Mais pour rebondir, il faut accepter le diagnostic. Il faut remettre la production et le travail au centre. Il faut libérer les énergies. La France est à un moment clé. Soit elle continue sur sa lancée actuelle, en gérant ses acquis, soit elle accepte la réalité, se réforme et redevient une puissance de production et d'innovation. Le choix appartient à chacun. Mais maintenant, vous avez les clés pour comprendre. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous voulez comprendre l'économie réelle, abonnez-vous. Ici, on parle des vrais enjeux.